Cette semaine, au podcast ordinaire, je reçois Tommy Bouillon, qui est dans le secteur de la construction depuis des années et qui est vraiment il est dans l'innovation. Tommy a créé une machine qui vient recycler les briques au lieu d'avoir des déchets constants. Vous le savez, si on a un chantier de construction, il y a du déchet à pu finir, on vient jeter des tonnes et des tonnes de briques et d'autres matériaux. Tommy s'est dit comment est-ce que je peux innover le secteur de la construction? Eh bien, avec des partenaires, a conçu directement une machine qui va venir récupérer les briques pour améliorer l'environnement au niveau du secteur de la construction. Un très, très belle entrevue. Bon épisode, tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de liquidation125plus.com, qui est un super détaillant de vente en ligne. Dans le fond, Liquidation 125 Plus rachète les surplus d'inventaire des plus grands détaillants au Québec et vous les revendre au meilleur prix. Dernièrement, je cherchais des cadeaux pour mes enfants, puis des fois en ligne, je ne sais pas si je me fais avoir, est-ce que j'ai réellement un rabais, mais quand je vais sur liquidation125plus.com, j'ai toujours le meilleur prix. Et si je fais la comparaison avec d'autres grands détaillants, j'ai toujours l'assurance d'avoir le meilleur prix sur Liquidation 125 Plus. Rendez-vous directement au www.liquidation125plus.com pour voir l'ensemble de leur deal. Un très grand merci à eux de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Tommy Bouillon, podcast ordinaire, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Là, je te l'ai dit dans le podcast, Max qui est là en arrière, il a fait son liché avec toi aujourd'hui. Il faut que je te donne plein de belles qualités aujourd'hui, OK? Parfait. Président de Maçonnerie Graton, créateur de Briques Recycle et Web Recycle, les deux dans le virage vert du domaine de la construction, et président de l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec. Fallait que je le lise parce qu'il a mis beaucoup de titres. T'as beaucoup de titres quand même. Est-ce qu'on peut... Oui. On se donne une main de félicitations pour commencer le podcast. Merci. Félicitations, honnêtement, pour des projets, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, on parle ensemble de plusieurs différents sujets. Quand Max il m'a dit au départ qu'il voulait que tu sois sur le podcast, il m'a parlé, il m'a dit, il y a une machine à briques. Puis là, j'ai dit, une machine à briques? Moi, je suis pas dans la construction, je comprends rien à ça. Ça m'a assez interpellé pour me dire, il faut qu'on parle à Tommy de c'est quoi sa fameuse machine à briques, parce que quand j'entends ça, c'est pas le terme le plus glamour pour moi que j'entends sur Terre. Comment ça fonctionne, une machine à briques? Sais-tu comment ça marche, un mur de briques, Sam? Je suis vraiment le gars le moins manuel puis le moins dans la construction ever. Bien simple. Vas-y. Une brique, puis il y a du mortier autour. OK. Puis c'est la planète entière. La réutilisation de la brique est pratiquement pas possible OK. à cause du mortier qui est attaché à la brique. Fait que quand tu viendrais casser un mur ou quelque chose... Ben, c'est qu'il y a toujours un résidu de mortier qui fait que tu peux pas vraiment réinstaller la brique ou que tu fais ça au marteau puis qu'elle casse la brique, a de la perte, puis que les gars, à coût de 80$ de l'heure, taper sur une brique qui casse... on repense 2-3 fois. Là, même on y pense pas pantoute, on jette tout pour recommencer. Okay. Mais au final, avec les propriétés qui prennent de la valeur dans ce que je fais dans Maçonnerie Graton, ben, on était porté à être obligé de restaurer des bâtiments, des réparations partielles. Okay. Puis au lieu de mettre une brique orangée vif, neuve sur un bâtiment qui a d'autres briques à 120 ans, ben, au lieu de perdre 30% de la valeur du bâtiment, réussir à réutiliser ces briques-là, ben, ça donnait le cachet original. Puis, ben, c'est ça. Fait que la machine à briques, comment elle fonctionne? Ben, elle a tout simplement le mortier de la brique pour qu'elle soit réutilisée. Puis comment ça t'est venu, cette idée-là? Parce que je veux dire, tout est dans le milieu. Moi qui étais à l'extérieur du milieu, pour moi, c'est dur pour moi de concevoir, de créer une machine comme ça. Toi, ça part d'où? Premièrement, là, je comprends l'idée part de où? Mais à quel moment tu réussis à créer une machine comme ça? Puis je veux dire, il doit y avoir du développement à faire autour de ça. Là. Ouais, puis quand ça part, des fois, ça peut partir de loin. Je veux dire, on part de je roule une business de maçonnerie, les revenus sont bons, les bénéfices sont bons, les affaires vont bien. Je me suis pas détourné de faire que mon temps rapporte plus rien pour peut-être pas plus faire de sous. Okay. De m'écarter de mes... Parce que Maçonnerie Graton, juste pour mettre dans le contexte, c'est une entreprise qui réalise 500 chantiers annuellement à Montréal. Okay. Donc, dans le 4 étages et moins, on est l'entreprise la plus importante dans le secteur de la maçonnerie. Puis ça, c'est évidemment beaucoup de travail au quotidien. Fait que pour détourner mon attention de cette activité-là pour m'en aller dans la machine à briques, c'est que une des parties principales, c'est ma mobilisation, travailler avec mon équipe.
Un jour, 2000, peut-être 16, 17, j'engage une employée qui est dans les communications, puis une jeune dans la vingtaine, tu sais, puis insultée quasiment qu'on imprime des feuilles au bureau, tu sais, ça fait que qu'est-ce qu'il y a? Pour finalement dire, écoute, oui, c'est une bonne idée, recycler, tu sais, le mot recycler était même nouveau, c'était pas inné pour moi de le faire, fait que c'est elle qui m'a un peu... aidé à faire un bureau sans papier, puis on a révolutionné le bureau. Puis un jour, j'ai réussi à ramener un sourire à mon employé, puis elle est passée sur un des chantiers, parce que c'est une fille de bureau. OK. Puis c'était une catastrophe. Elle dit, qu'est-ce qui se passe, ces chantiers de construction, tu sais? Fait que effectivement, on s'entend que les papiers ici, finalement, ça n'a rien à voir quand tu jettes 10-12 conteneurs de 40 verges, qui est l'équivalent d'à peu près 3-4 camions de 10 roues par semaine de briques encore en bon état. Donc, quand on pourrait juste la prendre sur le mur, la réinstaller à la même place, puis on fait venir de la brique de l'autre bout du continent, tu sais. OK. Fait que quand elle comprend ça, elle est comme outrée carrément de notre secteur d'activité. C'est clair. Tout ça, vouloir garder la motivation. Puis je trouve que c'est important. Puis on a ce problème-là de restauration, de ne pas retrouver la brique. Fait que c'est un peu comme ça que l'aventure commence, germe dans ma vie, Sam. J'aime ça. Si on va encore un petit peu plus loin, avant qu'on parle plus en contexte, un petit peu plus avancé sur la machine, tu viens d'une ville qui s'appelle Sainte-Luce-sur-Mer. Mm-hmm. Dans quel coin, ça? C'est dépassé Rimouski. OK. un bon petit coin quand même. Ouais. Quand on parlait avec Matt, j'ai entendu dire que ça avait forgé ton caractère. Tu veux-tu me dire un petit peu qu'est-ce que... Parce que je veux dire, moi, je viens pas... Est-ce qu'on peut appeler ça un village? Oui, c'est un village. C'est un village? C'est vraiment le cas typique village, Okay. je te dirais. Moi, je viens de la Rive-Nord. Là. Fait que pour moi, il n'y a pas grand-chose qui s'approche d'un village dans le coin ici. De ton côté, dirais-tu que ça Ben, tu sais, le centre-ville du village, c'est un stop, là, c'est une intersection. Là. Fait que, ça fait village. C'est assez village. Fait que tu dirais-tu justement que ça a peut-être forgé un petit peu la personne que tu es aujourd'hui? C'est certain que, tu sais, l'enfance, l'esprit de village... faire simple, c'est l'esprit de village, c'est beaucoup de la collaboration, puis c'est trouver des façons créatives. J'ai eu la chance d'avoir un travail d'été avec mon père, puis son patron, qui m'aidait à avoir de l'ouvrage. Fait que je réparais des autos, je t'inquiète des touristes, parce que c'était assez de touristes. Fait que c'est là que je comprends un peu le monde des affaires à l'âge de 13, 14, 15 ans, je trouve ça le fun. Travailler, je trouve ça le fun, la clientèle. Puis je comprends aussi que, tu sais, il y a deux villages. Dans le village, il y a deux garages. Fait que, tu sais, si tu ne sers pas bien le client, il s'en va à l'autre, puis c'est terminé. Fait que, puis, tu sais, tu peux pas dire au gars, ton auto est entièrement fini, je vais te vendre pour 10 000 $ de pièces. Les gens, ils mettent 4 fois 5 pièces de gaz en journée. Là, okay. Fait que, on s'entend-tu que quand il y a un problème, tu essaies de te creuser la tête, d'être créatif pour aider le client. Fait que c'est un peu ce qu'a forgé Tommy Bouillon à Saint-Luce. C'est ça, la forge, c'est ça que j'ai forgé au village. Tu as commencé la brique, dans le fond, à 23 ans? Oui, dans le fond, je suis parti de Saint-Luce pour l'école aéronautique LENA. OK. Vu que j'aimais la mécanique, j'étais curieux, je me suis trouvé des solutions. Je me voyais trouver dans l'avion, préparer des avions, finalement, à l'ENA. Puis dans mon parcours à l'ENA, ben, les tours du 11 septembre sont arrivés dans le même parcours. Okay. Qui a été pas évident dans le monde de l'aviation. C'est comme la Troisième Guerre mondiale dans l'aviation. Donc, on est passé de 100% de taux de placement à 0 taux de placement. Il y a un logement à payer, le quotidien change. J'ai un ami qui travaille dans la brique, un ami d'enfance. Donc, je travaille avec mon ami David Dufault, qui est aujourd'hui mon associé. OK, c'est cool. Ouais. Fait que c'est là que j'ai connu la brique, puis la détresse des gens qui étaient clients de la brique. Clairement. Parce que là, aujourd'hui, je veux dire, là, t'as quel âge aujourd'hui? Quel âge que j'ai? Ouais. 43. 43. Depuis combien de temps que cette dite machine-là est en œuvre et créée, dans le fond? Créée, je te dirais qu'elle existe, c'est 2021. OK. Fait qu'un 3 ans environ. Puis là, en ce moment, c'est effectif sur les chantiers, ça roule? Oui. OK.
comment est-ce qu'on met en œuvre une machine comme ça? Comment est-ce que tu as créé cette machine-là à la base? Je veux dire, je comprends encore une fois le concept, je comprends de où ça venait. Toi, dans ton background, y a-tu... Ben, c'est dans le concept d'une amélioration continue, quand je suis tombé en affaires, c'était par souci de la clientèle. Okay. J'ai aimé, j'ai vu que je pouvais apporter quelque chose à la maçonnerie parce que c'est rock'n'roll pour quelqu'un qui détient un bâtiment à Montréal. Dans l'époque, je suis tombé en affaires, là, 2007. Pas beaucoup de gens qui travaillaient dans le sens du client. C'était un monde assez chaotique dans le monde de la maçonnerie, puis le client était beaucoup laissé à lui-même. Puis moi, été forgé par le service à la clientèle, ben je voulais donner le bon service à la clientèle. Fait que c'est comme ça que l'aventure de l'amélioration continue, donner leur juste, la transparence aux clients. Fait que je suis toujours à essayer d'améliorer de mieux en mieux l'entreprise Maçonnerie Graton. Puis, à un moment donné, dans le parcours, on vient je veux être alimenté cérébralement. J'ai Geneviève qui me dit au bureau qu'elle est satisfaite de l'engouement pour l'environnement. Donc, je décide de participer à un concours de la Ville de Montréal. OK. Pour sortir un peu mon esprit du monde de la brique, parce que je pense que j'ai réussi à devenir une belle entreprise de maçonnerie pour la clientèle, puis ça, je peux dire que c'était accompli. Donc, prochaine étape, c'était, je voulais que Maçonnerie de Graton devienne le pionnier en environnement, se démarquer par le réemploi. Fait que c'est là que l'aventure commence de dire, écoute, je vais être le spécialiste du réemploi de la brique au marteau, mais manque de technologie au travail de ça. Fait que je m'inscris au parcours innovation de la Ville de Montréal, qui est un genre de table de travail de 20 entreprises dans différents secteurs qui t'oblige à faire à travailler ensemble dans différents secteurs. Je suis le seul qui est la construction, donc je suis le gars qui a pris du temps à aller là, avec du monde dans l'alimentation, dans la manufacture, dans plein de secteurs d'activité que je me nourris beaucoup de ce qu'ils font. Puis, le but du parcours, c'est de trouver une solution à ton problème. OK. Mon problème, quand je suis arrivé là, ben, c'était comment je peux faire pour me démarquer, pour réussir dans l'environnement avec la main-d'œuvre qui est difficile à faire nettoyer manuellement de la brique, puis comment je peux me démarquer. Fait que c'est comme ça que ça commence jusqu'à temps que, au travers du parcours innovation de la Ville de Montréal, quelqu'un me dit « Ouais, mais invente une machine à nettoyer la brique sur ton chantier. » Fait que là, je me mets à dire, ben là, c'est impossible, là, c'est comme ça n'existe pas, puis ça n'existera jamais. Puis, j'y mets moi-même des bâtons d'un roue à ses propres idées. Je ne laisse pas parler de l'idée qui me soumet. OK. Fait que, je sors du parcours innovation, en ayant peut-être pensé que j'avais perdu mon temps et les gens de mon entreprise aussi, peut-être, aller chiller à ces bas d'école, là, fait que... OK. Ça s'avère que finalement, ça devient plus sérieux le projet après. Puis là, il faut vraiment, je trouve, une façon. Puis là, je repense à l'idée du gars dans le parcours, de la machine. Fait que là, arrive le COVID, beaucoup de disponibilité, beaucoup de temps. Un peu moins de job, ouais. Ben, il s'est arrêté. Nous, on n'a pas tant arrêté. Là, on a arrêté, je pense, 2-3 mois. Okay. Mais ils ont arrêté beaucoup les sorties. Là, fait que dans les sorties, ben, tu es plus avec les gens que tu travailles parce que nous, on était autorisés à travailler. Fait que ça, beaucoup de temps avec le monde du travail plutôt que faire d'autres choses. Fait que c'est là que je parle avec mon associé. Puis là, je parle maintenant avec mon ami Hugo qui est dans le domaine. Des meuneries. Il fabrique de l'équipement sur mesure pour les meuneries. Okay. Fait que c'est un gars qui a des talents électromécanicien. Il y a des talents que la machine, moi puis mon associé David, on pourrait probablement mettre ensemble pour créer cette machine-là que je pensais impossible. Parce qu'avant de dire on crée une machine, j'ai décidé d'essayer d'en acheter une et d'en trouver une. Fait que j'ai fait le tour du monde en recherchant une machine. Je peux pas croire que ça n'existe pas, tu sais. Fait que c'est comme ça que l'aventure a commencé avec les 3 amis, dans le fond. Fait qu'on est parti là-dessus sur cette trip-là. Okay. Jusqu'à
Je peux peut-être raconter l'anecdote du... Ouais, je pourrais peut-être la raconter. Vas-y. Parce que j'ai mis beaucoup de pression à la réussite de cette machine-là. Fait qu'on a sorti la nouvelle avant qu'elle soit réellement fonctionnelle, la machine. OK. Pourquoi aller chercher... Pour mettre de la pression ou pour aller chercher un petit peu de feedback? Parce que on voulait faire une campagne de visibilité. OK. Puis avant de mettre beaucoup d'argent dans le projet, j'ai dit, je voulais voir le pouls. Le pouls parce que si on fait rire de nous autres ou c'est pas une bonne affaire, on va juste dire qu'on a une idée de machine puis qu'on la commercialisera pas, tu sais. OK. Parce que fabriquer une machine pour nous, c'est un branding, c'est Maçonnerie Gratton qui se démarque. Et la commercialiser dans le monde entier puis mettre des millions là-dedans, c'est deux choses, tu sais. Ouais. Fait que ça part du... On va dire que Maçonnerie invente une machine, fait qu'on a des principes. On a le cœur de la machine, mais sans avoir passé les normes puis tous les milliers de bâtons d'un roue qui peut arriver à cette époque-là. On voit que de la lumière au bout du tunnel, là. Fait que là arrive l'aventure de... on publie ça, puis ça embarque dans le monde politique. OK. On a des ministres, on a le monde, ça prend un lancement. Il y a une firme, là, ça lève tellement que je vais m'équiper d'une firme. Tac. Puis eux me coachent, puis me disent, là, le COVID, si on veut faire un lancement de ta machine, c'est telle date, t'as pas le choix. Puis tu sais, c'est comme, OK, mais là... Dans l'histoire de la machine, qui a une fenêtre d'ouverture médiatique entre les deux vagues de COVID, la machine puis les troubles mécaniques puis l'électromécanique, ils n'en tiennent pas compte. Ouais. Fait que là, on lance 3 mois d'avance une date, je pense que c'est 21 mai. 21 novembre, moi, c'est ça. Fait que je dis à mes partenaires là-dedans, je dis, bon, ben, le 21 novembre, on fait un lancement avec la machine, il faut qu'elle marche. Puis là, le 20 novembre, tempête de neige, la veille, les électromécaniciens, l'équipe pour le lancement, la machine ne marche pas, il est 11h du soir, tempête de neige. Embarque, je m'en vais, affronte la tempête de neige pour le lendemain. On a des ministres, on a toute la monde politique. Fait que là, on passe la nuit sa machine là, à trouver les troubles. Puis écoute, je me rappelle plus du trouble, là, mais tu sais, je pense avoir juste un peu brossé la machine, le courant repris à des bonnes places. Tu sais, genre de. Fait que là, on part le lancement médiatique le 21, tu sais, puis on a une foule devant le bureau avec la machine, tu sais, puis là... Le problème, c'est que la machine, en principe, elle fonctionne, mais il y avait tellement un gros cerveau, on a tellement mis la barre haute en informatique que c'est un ordinateur très, très complexe. Puis ça, les programmeurs, c'est des programmeurs. Là. Donc, on a un programmeur qui est avec nous pour nous assister là-dedans. Là, comme un lancement d'avion, mais qu'on se demande si ça va voler. Là, au bout, là, on va pas juste rouler avec l'avion. Fait que là, Eureka, là, on est là. Problème de... Ça prend à peu près 10 minutes avant que la brique rentre dedans. On a tous les élus se lancent. Puis là, 1 minute, moi, je suis là. Je m'en peux comme plus. Hein, on sait que ça marche, mais l'ordinateur doit dire au chariot de rentrer entre les lampes et ressortir. Ça fonctionne. Et là, ça se met à applaudir. Fait que là, une première partie du lancement est faite. Fait que, wow! C'est là que le voyage décolle. Puis je nommerai pas la ministre, mais je vais le nommer. Madame Rouleau, la ministre Rouleau, à l'époque, qui est ministre de la Métropole, est fan du projet. OK. Elle dit, c'est fou, là, ton projet. Elle dit, tu sais, c'est nous, là, moi, puis mon cabinet, on veut voir ça en privé. Mais elle dit, on aimerait ça être seul pour regarder la machine avec toi. Tu sais, on veut parler, prendre le temps, pas juste un lancement médiatique. Elle veut prendre le temps pour le projet. Fait que là, passe le dîner, les autres, ils viennent en après-midi, tout ça. Fait que là, je dis au gars, là, assurez-vous que ça ne fasse pas comme la dernière fois, que ça prend 5 minutes avec la brique rentre, parce qu'on a dit là, dans notre sortie médiatique que ça prenait 4 secondes puis la brique était nettoyée. Là, ça a pris 5 minutes, une brique. Là. Le monde a applaudi, là, mais tu sais, c'est comme assurez-vous que quand la ministre va arriver, que ça marche. Fait que la ministre arrive, on est dans le bureau, en arrière, puis on explique un peu l'initiative. J'étais un peu sur l'adrénaline de l'événement, tu sais, puis j'entends un vacarme incroyable, là. Comme un face-à-face d'auto, là, en face du bureau. Je fais comme, c'est quoi ce bruit-là? Puis là, dans la séquence où ce que la ministre vient, c'est l'entrevue privée, puis après ça, on va faire la démonstration. Hein. OK. Fait que là, moi, je suis pas au courant qu'il y a un moteur qui a comme
cassé dans la machine. Là, tu sais, là c'est un problème qui est pas réparable. Il n'y a pas de programmation. Là. Puis là, je sors, puis je dis, bon, on s'en va. Eux, ils ont décidé qu'ils passeraient des briques propres. Là, tu sais. Fait que là, genre d'un peu de pièces de théâtre dans l'après-midi, tu sais, c'est loin d'être parfait. Ouais. Fait qu'à peine un peu de mortier, ça abrique, là, tu sais, puis les gars, ils sont là, puis on essaie, je dis, ça, je veux voir comment ça marche, puis moi, tu sais, je suis là, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Finalement, ça rentre, ça ressort, mais tu sais, il y avait un moteur qui marchait pas dans la machine. Bon. Puis là, le monde a fait, les gars, ils me disent, mon Dieu, Tom, avant que vous sortent, on a démanché des morceaux pour réussir. Il y avait qu'un bord ça nettoyait, fait qu'on a juste un bord de la brique. Puis je tasse-toi qu'on voit, tu sais. Fait que finalement, il cachait toujours l'angle du moteur qu'il nettoyait pas finalement. Là, tu sais. Fait que là, ça, c'était le deadline. C'est là que l'aventure est décollée. Les Européens, l'engouement international, en ayant une seule machine qui est débutée. Fait que c'est comme ça qu'après ça, après l'euphorie de cette journée-là, tombe dans les normes. Là. Les assurances, la classique. Les sécurités machines, la CSST, les chantiers. Que des choses un peu déprimantes après ça, je te dirais, pendant l'année qui suit. Là, on s'en est sorti à ce jour? Ou? Ouais, aujourd'hui, on s'en est sorti. Mais je donnais le goût la première année après avoir fait tout ça, de chiffonner le projet. OK. Ben, je comprends, je veux dire. Pourquoi que je continue à pas faire d'argent avec ça pendant le temps que je m'occupe pas des intérêts de l'entreprise puis du monde pour lequel ça fonctionne bien, tu sais. Pour une cause, on va dire, tu sais. La cause, ça fait 1 an et demi que tu mets du temps là-dessus, là, tu sais. Fait que ça va payer quand, puis ça va donner quoi au bout de ligne, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais là, en 2024... Là, 2024, on est ça coche. Ça coche? On est... c'est fou raide. On est... écoute, après toutes ces barrières-là, que tu apprends au fur et à mesure, tu en as fait le tour plus que jamais de tout. Une fois que je suis lancé, je suis un gars très déterminé. Là, donc, tu as réglé 2-3 problèmes majeurs qui naissent 12, 15, 16, 22. On les affronte puis on avance. Fait qu'aujourd'hui, la machine est parfaite, dans le fond. Fait qu'on est rendu notre 3e génération, 3e série. Il y a toujours des aventures à changer de modèle, de génération. Tu sais, comme on change de modèle comme dans les voitures, là, c'est comme on améliore quelque chose, mais au final, on a-tu empiré? Tu sais, il y a toujours un bon modèle. Tu sais. Fait qu'on est arrivé sur des modèles fiables avec des pièces. On a réussi à avoir un 100% parfait de notre produit. Fait que on l'a atteint. Fait que les améliorations, on fait attention à améliorer les choses. Ouais, exactement. Pour que notre produit reste très fiable, parce qu'en construction, dans un chantier, c'est la production. Donc, c'est la vitesse à laquelle ça avance. Tu n'as pas le temps d'avoir trop d'imprévus. Là, au salaire que les gars gagnent, là, c'est rendre sortir tout le temps le chantier. Des chantiers, si c'est arrêté, tu as des problèmes. Tu as des grands problèmes parce que 5, 6, 7, des fois 10 gars, après ça, l'autre corps de métier, tu veux pas arrêter un chantier. Fait que la fiabilité de la machine est un enjeu très, très important. OK. Puis là, pour Maçonnerie Gratton, qu'est-ce que ça veut dire présentement en termes d'efficacité, en termes de chantier, en termes... Quand on utilise une machine comme ça, est-ce que tout le monde est gagnant? Je veux dire, l'entreprise, le client qui... Tout le monde est gagnant parce que ça fait 4 ans que le monde essaie de trouver des points faibles. Il n'y en a pas. Fait que c'est que des points gagnants, c'est ça qui est le fun. Ouais. Puis j'étais pas nécessairement en recherche de la perfection. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas de dire qu'on détient 100% de la vérité, mais on l'a bien fait, la machine. Puis elle a été faite, elle a été conçue par des gens de terrain. Donc, elle a été réfléchie à partir des utilisateurs de cette machine-là. Fait que la critique a été bâtie à partir des critiques que j'ai vécues pendant des dizaines d'années de chaque nouveauté ou innovation qui rentre dans un chantier de construction. Fait que c'est pour ça que quand on part, on va dire, c'est pas quelque chose qu'on a mis dans la gorge d'un employé. Prends ça, tu sais, c'est comme... Puis il y a de la réticence au changement, tu sais, c'est comme... c'est pas évident de rentrer de l'innovation, mais quand c'est réfléchi pour le terrain, c'est même si la politique,
le client, il y a un engouement pour l'environnement. Au final, si l'utilisateur ne veut pas l'utiliser, il n'y a rien de tout ça. S'il n'y a pas d'acceptation de la technologie en chantier, je vous dis, en chantier, les ouvriers, ils sont vite juges là, que c'est bon ou pas de ce que tu as fait. Là. Donc, c'est ça qui a aidé à m'assurer que l'innovation était bonne. Parce que puis je l'ai essayé aussi avant avec d'autres entreprises pour m'assurer que c'était... que le pouls des gens de terrain était bon. Puis pour Maçonnerie Gratton, ce que ça a permis concrètement, c'est de produire plus de chantiers annuellement avec la même main-d'œuvre parce qu'on a de l'automatisation. Ça nous a permis de se spécialiser dans ce secteur-là que je voulais. On s'est démarqué. Ça nous a évité de perdre beaucoup de temps parce que quand on fait du réemploi de briques ou on fait des travaux majeurs de briques, ben le fait de ne pas réussir à réutiliser l'entièreté, les pertes de briques, très peu de briques sont perdues avec notre technologie. Donc, ça évite de chercher de la brique un peu partout. Puis de justement avoir des contraintes, des casse-têtes, de ne pas être capable de finir ton chantier à temps, d'être à la recherche de choses pas constructives. Donc, ça a amené une fluidité dans nos opérations. Puis aussi, une chose aussi qu'on a remarqué, c'est que c'est une opération que les gens adorent. Parce qu'un chantier, c'est production. Le temps, c'est de l'argent, puis si on ne rentre pas dans le temps, ben il n'y a plus de sous à faire. Puis la partie automatisation, déconstruction, démolition, c'est une partie qui est... C'est encore une fois, c'était production. Fait que là, aujourd'hui, c'est la machine qui produit. Tu appuies sur les deux boutons, ça devient un outil qui est super silencieux. Fait que les ouvriers adorent l'utiliser en chantier, puis même ils se racontent leur fin de semaine. Ça devient une opération intéressante, puis le fun au quotidien, plutôt que ça ne tente pas. Les maçons, les gens en chantier veulent poser de la brique. Là. Okay. C'est pas nécessairement leur rêve d'aller nettoyer, dégarnir du mortier de la brique quand ils rentrent travailler. Donc, mais ça rend cette opération-là d'automatisation plus cool pour eux autres en chantier. Ça a amélioré cette séquence de travaux-là. C'est le fun. Donc, au final, comme tu dis, c'est juste positif pour tout le monde au final. Est-ce que le client, lui, vient à sauver des coûts aussi dans une réutilisation comme ça? Ou... Oui, dans le cas d'un cas qui a un volume, c'est certain qu'on parle d'une centaine de briques. Ça ne vaut pas la peine de mobiliser une machine des opérations comme ça. Okay. Parce que ça ne sera pas économique. Mais quand on parle de, mettons, un simple duplex, triplex, on part d'un petit chantier. Ouais. Plus le chantier est gros, plus qu'il y a de briques, plus que la machine, il y a une économie là-dessus. Puis elle devient très performante en économie de coût à partir d'un étage. Okay. Donc, tu sais, je le calculerais de même, là, une vingtaine de pourcents à partir d'un étage et plus. Là. Puis ça fait... Puis vous juste mettre une petite explication. Un étage au 20e étage versus un étage à hauteur du sol, c'est pas mal plus compliqué. Là. Donc, monter 6000 briques au 12e étage, puis redescendre 6000 briques au rez-de-chaussée, c'est pas le même travail. Okay. Mais ça reste... On monte une machine, puis on redescend une machine. Fait que tu comprends que l'opération de dire je monte une machine versus je monte 6500 briques, puis je redescends 6500 briques. Ouais. Parce que la maçonnerie, on n'est pas au sol. Là. On travaille en hauteur. Donc, l'enjeu de hauteur, puis tu sais, c'est... Puis la coche de plus de l'environnement, ben je trouve que ça ajoute de l'environnement social parce que des chantiers de briques où on démantèle beaucoup de pieds carrés, 2, 3, 4 étages, mais cette brique-là, quand on la démantèle, doit être entreposée dans des containers. Okay. Fait qu'il y a démolissent, il y a mettre dans des containers, puis le container, il est où? Il est dans la rue, il est devant le voisin, donc il prend des places de stationnement, une voie de moins, crée du trafic, puis aussi, il faut que tu fasses livrer de la brique neuve. Donc, il peut pas... À un moment donné, dans le chantier, tu te retrouves à avoir des obstructions dans la ville de Montréal, là. Ben, c'est à peu près 50%, c'est des travaux. C'est pas des travaux de rue, c'est des travaux de bâtiment, tu sais, parce que t'as emmené toute la brique sur tout le chantier, mais dans la rue, bien souvent dans la rue, puis le container, bien souvent, est dans la rue. Ben. Donc, t'as monopolisé le bonheur de 8 voisins à gauche, puis 8 voisins à droite. Puis les automobilistes, les cyclistes, les piétons, s'il n'y a pas personne qui aime ça, les détours, puis tu sais, tout le monde est pressé. Fait que ce désagrément-là, la machine permet de réutiliser la brique, puis
on reste à même le terrain du client puis de la propriété. Donc, rien qui est dans la rue. On sauve des coûts de permis d'occupation de la ville. Tu sais, fait que quand que je dis qu'on coche les cases, on les coche, même les cases que j'avais pas pensé. C'est hâte. Ouais. Au final, ça. Je t'ai rien proposé à boire. Ben, On jase. T'es-tu correct avec ça ou? Ben oui, mais je regarde les petites canisses. Là, il y a plein d'affaires. C'est ça? Ça, c'est nos boissons, nous autres. Fait que c'est Mindblow, c'est des boissons énergisantes. Ça, les deux que t'as là, c'est de la bière. Ouais. Fait que c'est nos sponsors de Malco. T'as la bleue qui est une sans alcool. T'as la verte qui est une avec alcool. J'ai une petite canette ici, sangria à base de malt. Et j'ai boisson énergisante ici. Fait que choisis ce que toi, ça te tente. Si tu veux rester à l'eau, t'es le bienvenu aussi. Puis moi, je te suis avec whatever. Peux-tu essayer avec un degré? Peux-tu en essayer plus qu'une? C'est ça combien tu veux? Parfait. Je commence avec la 0. On verra si je monte avec la 6.1 EPA. Je vais prendre une petite sangria. Qui m'attire. On est jeudi 1h45, on a le droit. On a le droit à ça. Cheers! Merci beaucoup. Cheers, Sam. Merci pour Merci à toi. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mindblow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de nootropics, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Bon épisode tout le monde. Si on revient un peu dans le passé, j'ai une petite notice ici. Loi 122. Oui. Moi qui est zéro dans le milieu, justement. Loi 122 qui t'aurait peut-être affecté ou changé un petit peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas si... je sais pas à quelle année, là, je te dirais. Je pense peut-être en 2000... Écoute, j'ai pas la date, mais à un moment donné, il y a eu un événement à Montréal qu'il y a un bloc d'un bâtiment qui est tombé dans un restaurant. OK. Puis il y a eu le décès d'une madame, un jeune couple, là, okay. Qui une madame qui est décédée à cause d'un bloc qui s'est détaché d'une façade de bâtiment. OK. Après ça, évidemment, c'est pas passé sous silence. Fait qu'il y a eu il a mis des choses en place, dont la loi 122, qui est une loi d'inspection des bâtiments, 4 étages et plus. Donc, il y a un entretien à faire, une expertise à faire sur les bâtiments pour s'assurer que ça n'arrive plus jamais, ce genre-là. Fait que là, c'était un peu... à un moment donné dans la carrière d'un entrepreneur, mettons, en maçonnerie, puis qui se crée une nouvelle loi qui change qui oblige des gens à dépenser des sous dans un secteur. Ouais. Ça amène l'esprit entrepreneur, on va dire, opportuniste. OK. On va l'appeler comme ça parce que je suis très respectueux de tous mes confrères de tous les métiers. Mais c'est ça. Une loi apporte des opportunités, puis on est en affaires parce que je pense qu'on aime les opportunités. Mm-hmm. Fait que c'est une opportunité dans le monde de la maçonnerie, puis beaucoup d'entrepreneurs ont axé leurs efforts d'affaires vers cette loi-là. Parce qu'il y avait beaucoup d'offres, puis ce que ça a fait, j'ai été témoin de ça, puis tu sais, on se pose toute la question si on le fait ou on le fait pas. Est-ce que je prends le même chemin? Tout le monde se met à courir à droite. Est-ce que je cours à droite ou comme tout le monde sans savoir pourquoi, tu sais, mais je cours dans le sens que tout le monde court, là? Moi, je me suis posé la question, tu sais, parce que le patron d'époque à qui j'ai acheté l'entreprise, lui faisait du monsieur, madame, tout le monde qui compose 80% de l'île de Montréal, le bâtiment. Là. Donc, un 4 étages et moins, c'est 80% de l'île de Montréal, les bâtiments. OK. Puis, les 4 étages et plus, ça représente environ 20% de l'île. Fait que beaucoup de joueurs s'est tiré dans le 20% OK. pour... puis en plus, il y avait des besoins. Là. C'est pas nécessairement être juste opportuniste, c'est qu'il y a un besoin. Là. Puis, tu sais, c'est des gros bâtiments, puis c'est de l'engouement pour la sécurité. Fait que c'est tout à l'honneur des gens qui le font pour sécuriser. Parce que dites-vous qu'il y a beaucoup de murs de briques qui sont en haut d'un trottoir, là, puis les gens passent ces trottoirs. Là, puis il y a des inspecteurs qui n'ont pas vu des choses. Fait que cette loi-là a sa place. Mais les gens qui composent 80% de l'île, des habitants, ben eux ont perdu beaucoup d'appels, d'offres de services pour la maçonnerie. Fait que ce qui est resté dans le secteur... Pour monsieur, madame, tout le monde qui voulait restaurer ou réparer des bâtiments de 4 étages et moins,
j'ai senti un peu une clientèle en détresse. OK. C'est un peu là que j'ai senti que l'opportunité était plutôt à aider ces gens-là. Fait que c'est là que j'étais certain que ce que je voulais faire, ben, c'est m'occuper de ces gens-là. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire parce que les gens n'ont pas la sensibilisation. Puis la brique, c'est pas comme, on va dire, une toiture. Tu demandes 3 estimés, c'est 3 prix, puis ils te changent la toiture, puis ils recommencent. La brique, c'est 4 côtés. C'est beaucoup d'expertise. Il y a beaucoup de façons d'interpréter des travaux. Okay. Fait que monsieur, madame, tout le monde qui va faire un travaux une fois dans sa vie, ou 2, il n'est pas expert en maçonnerie. Là. Fait que quand tu reçois un devis, quelqu'un qui dit on fait juste des joints, l'autre on défait tout pour recommencer en neuf, puis l'autre dit moi t'en faire partiellement une section pour ne faire ça. Quand il a commencé l'aventure, il est plus mêlé que jamais. Fait que tu peux plus comparer des prix parce que c'est pas le même travail. Puis encore là, il peut y avoir des opportunistes qui disent on va vendre simplement des joints parce que c'est plus payant pour le client. Mais c'est peut-être pas le bon diagnostic pour ce bâtiment-là. Okay. Fait que moi, je me suis dit que je voulais donner la meilleure expertise puis la meilleure transparence aux clients. Fait que c'est là que je me suis niché dans le 4 étages et moins à grand volume. Puis j'avais 2 axes importants pour moi qui étaient la partie finance. Parce que j'avais cet esprit de forger de village qui était la créativité. Puis l'économie, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Puis pourquoi que je ferais dépenser un mur complet quand c'est juste 50% qui est à refaire? Parce qu'au final, t'as de la brique, t'as encore de la brique à la fin. Là. Okay. Pourquoi que je paierais le double de la réparation? Puis on a les techniques pour conserver, pour assurer un bâtiment dans le long terme. Fait que c'est là que je me suis mis à avoir beaucoup de transparence et finances avec les clients. Okay. D'écouter leurs besoins financiers, d'écouter, faire des plans budgétaires, des aider dans l'expertise. Puis nous, là, l'expertise puis les moyens des clients, c'est sur lequel on s'est basé pour mon modèle d'affaires dès le début. Puis c'est un peu ce qui nous démarque aujourd'hui dans le monde de la maçonnerie. C'est le fun parce que c'est tellement un milieu que je sens qu'il c'est tellement incompris. Toi, t'es là-dedans, tu me racontes tout ça, puis je suis comme... Moi, je suis tellement à l'extérieur de ce milieu-là, mais je connais tellement de gens dans la construction aussi. Puis ça a tellement l'air quand même d'un milieu qui est toujours noir ou blanc, qui est toujours comme... Tout le monde fonctionne d'une façon, où il y en a un comme toi qui est carrément à l'opposé, qui veut vraiment comme révolutionner un peu. Je commence à en avoir de plus en plus. Je sais pas si tu connais... ça s'appelle comment? L'Escadron? Un gars que j'ai sur Facebook, il a commencé à faire des groupes justement un petit peu plus comme de regroupement d'entrepreneurs en construction pour essayer d'amener un côté peut-être un peu plus technologique ou un peu plus d'organisation. Tu sais, tu le sais comment c'est le monde de la construction, là, c'est souvent très job de bras. On dirait que ça commence à avoir peut-être un petit vent de changement vers... Ben écoute, Sam, un vent de changement, il est temps qu'il y ait un en construction. Puis tu sais, c'est dur aller contre vent et marée, là, parce que le domaine de la construction, c'est extrêmement réglementé. Ouais. C'est juste ça, des règlements. Puis ça date de l'expo à peu près. Là, fait qu'il n'y a pas eu de changement. Là. Un petit bout. Fait que, tu sais, quand on dit que M. Boulay, d'ailleurs, qui m'a donné un bon coup de main dans mon projet Brick Classique, il est en train de faire des réformes. Puis, tu sais, c'est juste un. Comment je pourrais dire ça? Une nouvelle angle de rajeunissement sur la façon de faire. Puis, à un moment donné, il faut le faire. Là, ça faisait longtemps que c'était pas été fait. Là. Je pense que le travail qu'ils font à essayer d'arranger notre système, ça va grandement aider parce que les entrepreneurs ont quand même les mains liées face au règlement. Puis, les temps changent, ça va vite. Ouais. On a des règlements ici que partout dans le monde, c'est pas pareil. Là. Donc, ici, c'est très compliqué de faire autrement. Fait que ce qu'ils sont en train de faire actuellement à la construction, je sens qu'on est dans une bonne direction. Okay. Puis c'est ce que jumeler de la politique qui veulent améliorer les choses avec des entrepreneurs innovants. Là. Écoute, je sens enfin un peu de positif dans notre secteur. Outre ce positif-là aussi, on le sait, la quantité de négatifs qu'il y a eu dans le domaine de la construction dans les... Pas entendu parler de négatif. Non, pas du tout? Jamais. C'est quoi ta position là-dessus un peu peut-être, dans toi qui vis ça au quotidien? Est-ce que ça a encore peut-être une image un peu rough qu'on peut avoir de nous de l'extérieur? Autant, on peut mentionner plein d'affaires, autant
je sais pas, pot de vin, crime organisé, whatever, toi qui est dans ce milieu-là, est-ce que tu dirais que c'est encore cette image-là que la construction peut avoir au Québec ou justement ce vent de changement-là en ce moment, il est assez apparent pour peut-être tasser ça un peu? Ben écoute, pour être témoin de jour après jour des nouvelles comme tout le monde, puis d'être un peu dans le milieu, évidemment, l'image n'est pas parfaite de la construction, là. Puis je pense que là, on est dans un air où ce que beaucoup de règlements ont, je dirais, dans les 5 dernières années, c'est additionné. Okay. Donc, ça a complexifié beaucoup. Les professionnels sont beaucoup plus rigoureux. Fait que le paquet de règlements au niveau municipal, au niveau tout ce qui est sur les lois du travail, tout ce qui est en lien de A à Z, c'est garanti. Tout ça, les assureurs font en sorte que tu n'as pas le choix aujourd'hui d'être organisé avec la quantité de papier. Parce que tous les abus du passé, c'est comme un balancier. Hein? Ouais. C'est devenu avec un paquet de papier. Tu sais, une simple job, normalement, que quelqu'un se serrait une main puis il faisait une école. Aujourd'hui, c'est peut-être 150 courriels par jour. Là, ça fait qu'on est loin de ressembler à ce qui était là, 10 ans. Fait que, je pense que c'est très bien organisé. L'ordre des choses, c'est que ça manque de flexibilité puis de jugement parce que c'est très réglementé. Mais ça fait un ménage. Un ménage avec le crime organisé, le monde qui sont pas à leur affaire, le monde qui veulent voler notre industrie. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des entrepreneurs soit bons ou soit mauvais. Mais la majorité des entreprises se sont mis à s'organiser. Je te dirais que c'est... Puis avec la réforme, là, je vois juste du positif. Sans farce, là, je trouve que c'est une industrie... parce que, tu sais, on est un gros secteur d'activité économique, là, pareil, pour une province ou un pays. Là. Fait que, puis on est des gros pollueurs. Puis la volonté de faire changer les choses actuellement avec la crise du logement puis l'environnement, il y a beaucoup de flexibilité qui arrive, puis beaucoup d'innovation, beaucoup de systèmes informatiques. On est en train de révolutionner l'ère de la construction. Ouais. Puis, tu sais, de mon côté, je suis témoin. Avec mes innovations, j'étais un acteur principal, mais je vois aussi ce que ça fait en sorte, c'est que je vois les gens autour. J'ai beaucoup d'opportunités, de témoignages de gens qui veulent suivre la trace que je fais dans différents matériaux. Fait que mon jugement face à ça est très positif. C'est le fun. Ouais. Tant mieux. Bon, moi, de le voir comme ça, je sais à quel point il y a eu une image ternie dans les dernières années. Fait que si tu me dis que de l'intérieur, tu commences à voir que c'est de plus en plus positif. Si on revient à ta machine à briques, qu'est-ce qui manque présentement pour être capable d'aller vers de l'internationalisation? Pardon. On a parlé tantôt, tu sais, Europe, il y avait de l'intérêt, des choses. Là, on est ici présentement. Y a-t-il toujours un intérêt pour amener ça ailleurs dans le monde? On est en Europe. Ouais, on est déjà en Europe et aux États-Unis. Nice, je sais pas. Oui. Fait qu'on a distributeur en Europe, c'est Cavic. Qui est une entreprise, petite anecdote. C'est une entreprise en Europe qui se spécialise avec de la location ou de la vente de machines ou de principes innovants dans le monde de la construction. Okay. Il est spécialisé dans cette branche-là. Quelque chose d'innovant. Oui. Okay. Toujours des nouvelles. Puis nos dernières discussions, il nous a dit c'est la première fois qu'on a un produit que j'ai pas obligé de vendre aux entrepreneurs, que les gens attendent depuis longtemps en sol européen. Fait qu'il vit il y a des listes d'attente, tu sais, ça fait que en étant fabricant et témoin de l'engouement, on trouve ça bien le fun. Puis les États-Unis, bien évidemment, chaque marché, chaque pays, chaque province, chaque ville, chaque État, c'est différent, tu sais, mais notre machine remplit différents rôles. Tu sais, comme aux États-Unis, des fois, la main-d'œuvre peut être moins chère. Fait que, elle remplit moins le rôle à ce niveau-là de l'économie de coûts. Mais pour des chantiers d'envergure des États où la main-d'œuvre est chère, bien, on a une belle réussite. Puis on a un partenaire incroyable aux États-Unis qui avait un réseau, je dirais c'est un fleuron québécois, c'est Fraco. Fraco, c'est une histoire un peu similaire à la mienne. Monsieur Rainville, qui avait une entreprise de maçonnerie à Montréal, qui faisait de la restauration de bâtiments.
Puis c'est associé avec des collègues pour faire en sorte d'avoir des plateformes élévatrices automatiques OK. qui, 40 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, a conquéri le monde. A fait, écoute, Tchernobyl, a fait, tu sais, des Athènes. Écoute, je pourrais vous parler de leur projet. C'est des plateformes élévatrices reconnues mondialement, là. Puis, on a eu la chance d'avoir l'attrait puis d'avoir ce fleuron québécois-là qui a déjà tout tracé aux États-Unis. Puis nous, on est dans leur sillon. Ils nous ont embarqués dans leur réseau de distribution américain. Donc, eux, ils ont des contacts de maçons directement depuis des décennies. Donc, ça a été facile de rentrer notre machine avec leurs clients. C'est fou. Fait que c'est comme ça qu'on est rentré en sol américain rapidement. On est dans 7 États. 7 États actuellement. Puis là, notre défi, c'est de fournir à la demande. OK. C'est un beau problème. Ouais, parce que je me dis, tu sais, ça a quand même été assez rapide. On a parlé de 2021, right? Fait que, tu sais, on est à peine 3 ans plus tard, puis déjà, on parle d'Europe, de conquérir les États-Unis. Puis on est dans d'autres défis, tu sais, là, évidemment, là, chaque séquence a ses défis. Nous, on est dans le capital de risque, tu sais. Fait que, tu sais, mais c'est le fun, très, très le fun. Très, très cool. Si on parle un petit peu, est-ce qu'on peut t'appeler un investisseur immobilier aussi? Ouais. OK. Je parlais avec Matt, justement, que tu avais peut-être encore de l'innovation dans ce côté-là, que tu cherchais peut-être à faire une première mondiale. Tu veux-tu m'en parler un petit peu? Ben, c'est que, étant créateur, tu as besoin de créer. Mm-hmm. Une fois que c'est créé, c'est créé. Je suis animé par créer d'autres choses. Ouais. Fait que là, j'ai créé la machine. J'ai créé WebRecycle, qui est une plateforme transactionnelle. J'ai fait le tour de mon secteur d'activité. Puis là, je voulais réussir une prouesse. Parce qu'à l'international, j'ai plus ou moins de contrôle sur comment c'est fait dans les faits, sur le terrain. C'est plus des distributeurs, donc mon rôle est plus effacé. Fait que comment que je peux apporter du nouveau dans ce que je fais quotidiennement? Ben, c'est l'immobilier. L'immobilier, je suis un investisseur immobilier, j'ai des propriétés. OK. Puis, tu sais, dans la crise du logement, ça me touche. Je fais moi-même très attention aux locataires. Je comprends ce qu'ils vivent. Fait que il y a différents entrepreneurs en maçonnerie, ben, il y a différents propriétaires immobiliers. Puis je me considère un très, très bon propriétaire immobilier qui s'assure que des gens très stables, c'est des gens les plus vulnérables, c'est ma clientèle, c'est eux que j'aime aider parce que c'est dur de se loger. Fait que c'est mon core business en immobilier. Puis comment je peux joindre l'immobilier, la brique, etc. Fait que mon objectif, j'ai 2 projets actuellement. J'en ai un sur la Rive-Sud, puis j'en ai un à Montréal, que j'aurais une possibilité pour faire une première mondiale qui est de déconstruire un projet existant. OK. Le garder sur le site sans aucun transport, puis reconstruire du neuf à partir des matériaux revalorisés à même le site. Puis la cerise sur le sundae, c'est que je veux que ces matériaux-là revalorisés en partie deviennent aussi une masse thermique. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils soient utilisés pour capter l'énergie du soleil avec des fenestrations spéciales pour qu'en plus de donner une deuxième vie, le retour carbone, il y a sur le long terme une meilleure économie d'énergie dans le neuf. Évidemment, il y a encore ces barrières parce que toute nouvelle chose a ses bâtons dans les roues, comme on dit. Là. Fait que je suis là-dedans actuellement. Okay. Puis j'espère réussir cette prouesse-là très prochainement parce que dans les 2 projets dans lesquels que j'essaie de faire entrer ça, on est quasiment au même point d'avancement. Donc, on est en discussion avec les villes, dans le fond. Fait que c'est là qu'on en est. Fait que j'ai bon espoir que je puisse annoncer une bonne nouvelle cool. D'un côté ou de l'autre dans les prochaines semaines. Parce que dans tous les projets, tous les business, je veux dire, tu sais, on s'entend, le but, c'est de faire de l'argent, mais le but, c'est d'être, je veux dire, tu as l'air d'être quelqu'un de passionné, quelqu'un qui veut justement innover, etc. Est-ce que souvent, dans des projets comme ça, pour toi, l'innovation, la passion passe avant? Oui. Le côté monétaire? Vraiment. Oui. Toute décision que j'ai faite dans ma vie, puis c'est un thinking que j'essaie d'apporter à tous les cadres avec les gens que je travaille. Ouais. Faire la réflexion
d'une situation puis d'une prise de décision sans compter l'argent, sans tenir compte de l'argent. OK. Puis après ça, en parallèle, une fois faite l'idée, puis dire les pour puis les contre, là, ça serait une excellente idée de faire ça. Puis en finale, on rajoute une mathématique financière. Est-ce que ça vaut la peine que je mette du temps et de l'argent là-dedans pour finalement perdre mon temps et de l'argent? Je comprends. Parce que sinon, ça devient un hobby. OK. Puis mon hobby, j'ai pas d'employés, je vais faire des activités qui vont me nourrir différemment. Fait que je suis capable de faire la différence entre des projets, faire travailler des gens et générer des bénéfices pour pouvoir faire grandir des citoyens, de l'habitation, de la technologie, de l'environnement, monter plus haut la barre dans l'habitation, c'est ce qui me drive, mais pas à n'importe quel coût, évidemment. Si je consacre 1 an de ma vie, ça se peut que j'aille plutôt faire un jardin biologique, là, puis aller faire des framboises biologiques parce que j'aime ça, faire ça dans mes chèques le matin, plutôt que revaloriser un projet au complet puis mettre 60 heures par semaine dedans. Fait que c'est les pour et les contre qu'à la fin que je fais. C'est ça exactement. Mais j'ai le même engouement tous les jours à changer les choses traditionnelles. C'est cool. En restant dans le domaine de la construction, comme ça, y a-tu d'autres genres d'innovation, de trucs environnementaux que tu penses qui auraient du sens présentement dans qu'est-ce qu'on vit niveau construction? Oui, je peux pas en parler. C'est, je dirais, environnement, mais aussi logique. Je veux m'attaquer économiquement aux gens. Ce que je veux, c'est les aider financièrement. OK. Parce que je suis trop souvent témoin de gens qui se font un peu dilapider des sous, pas par vol, mais par manque d'optimisation, parce que c'est toujours été fait comme ça, en différents corps de métier. Tu sais, puis le manque d'expertise, souvent, là, la construction, ben, c'est tout simplement des spécialistes avec un général en haut qui se prend une cote, mais qu'au final, il est moins spécialiste. OK. Ou, tu sais, il y a d'autres organismes qui se mettent intermédiaires pour le grand public, pour dire qu'ils les aident, puis qu'au final, ben, ça se retrouve que 10, 15, 20, 30 % de leur argent qui n'a pas de valeur ajoutée dans les travaux. OK. Puis c'est à ça que je m'attaque. C'est là que je veux m'en aller. C'est mon objectif ultime. C'est d'optimiser des travaux puis d'être capable de dire aux clients, avec un bon calendrier, une bonne projection, une bonne organisation, une bonne optimisation, que ça va coûter moins cher que ça coûte là actuellement. Oui. Puis ça va être mieux. C'est ça mon objectif. J'aime ça. C'est vraiment à ton honneur. Merci. Mais on voit justement qu'avec un vent de changement comme ça, avec beaucoup plus de jeunes... En fait, c'est une question. On va tourner ça en question. Dirais-tu que de plus en plus, les corps de métier ou généralement les gens en construction, est-ce qu'on manque de main-d'œuvre aussi? Oui, on manque de main-d'œuvre. Ouais. Ouais. Parce que je veux dire, la relève, on le voit un petit peu où est-ce que ça va dans tous les différents métiers de la Terre. On le voit un petit peu à gauche, à droite. Est-ce que vous, dans la construction, c'est quelque chose que vous faites de façon récurrente? Oui, tu sais, c'est certain que, évidemment, quand c'est un métier traditionnel, là, comme mécanicien ou tous les métiers de base, qu'au début, que c'est simple un métier, mais là, les 1001 métiers possibles avec la technologie que dans l'avant-midi, ils ont changé de façon de faire, puis l'après-midi, ils ont changé complètement le secteur d'activité, ce qui prenait 100 ans avant avoir un changement dans un métier. Ça prend une demi-journée, 1 heure, on a révolutionné le monde entier. Je pense que les jeunes ont soif de changement, puis notre industrie est extrêmement traditionnelle. Je pense qu'en ayant des bonnes réformes, en ayant des flexibilités, puis en continuant à avoir de l'innovation, on va amener des jeunes dans notre industrie. Mais ça restera toujours que tout le monde va avoir besoin d'habitation, de bâtiments, puis de briques, puis de mortiers. Ça va prendre des gens pour l'installer, cette main-d'œuvre-là. Fait que je pense que c'est loin d'être parti gagné, par contre, actuellement, je vous dirais. Ben, comme tu l'as dit, ça prend des gens qui font les corps de métier classiques. Mais si on peut avoir de plus en plus de jeunes intéressés à cette espèce de... Tu sais, si jamais il y a des jeunes qui écoutent ce podcast-là, je peux faire un peu la promotion de notre métier. Je pense que la maçonnerie, les gens qui se retrouvent un peu moins bien dans le cadre d'éducation, où ils savent pas trop quoi faire ou qu'ils ont perdu confiance
dans le système scolaire, à la famille. Des fois, ça va pas bien à la maison, ça va pas bien à l'école, ça va pas bien nulle part. Fait qu'on est tenté de prendre des chemins plus chaotiques, si on veut. Mais la maçonnerie, ce qu'elle a de particulier, c'est c'est un projet de rough, mais qui a une finition et une esthétique incroyable. Puis ça, c'est un travail d'équipe versus un travail solo. C'est un travail d'équipe, puis nous, là, Maçonnerie Graton, c'est plusieurs petites gangs. OK? C'est-à-dire c'est plusieurs petites entreprises dans une grosse entreprise. OK. C'est-à-dire que chaque équipe a sa propre couleur. Avec un contremaître d'un style, avec des maçons de tel type, avec des apprentis puis des manœuvres. Eux, là, c'est tissé serré, là. Ouais. La personne qui a perdu confiance dans sa famille ou au système, là, il est dans une gang, là, puis il accomplit, puis il gagne sa vie, Ouais. puis il est fier d'avoir participé en équipe. Parce qu'aller charrier des chaudières de mortier, là, tout seul, là, fais-le à 5, là. C'est une compétition. Ouais. Les gars, ils aiment ça. Ils sont heureux, ils ont du fun, ils sont dehors. Il fait beau. C'est cool. Les gars chantent ces chantiers. Moi, mes maçons, là, avec qui que j'ai travaillé, puis que je travaille encore, c'est des gens heureux. C'est le plus beau métier au final. T'es dehors, tu vois les gens, tu profites de la vie, c'est de la camaraderie. C'est l'esprit de famille en travaillant. Ça devient même plus un travail. Fait que, tu sais, si je peux vanter notre métier, puis donner espoir que ce métier, puis tu sais, je veux dire, c'est payant. Je veux dire, t'as un fonds de pension, je veux dire. Moi, je comprendrais pas que quelqu'un n'est pas intéressé, mais il manque de... il manque de promotion, tu sais. Puis, tu sais, on a de moins en moins de moyens. Les écoles ferment, les associations, on essaie de faire tout notre possible pour faire la promotion de ça. Mais il y a de moins en moins de jeunes intéressés. Fait que, tu sais, si les gens viendraient voir ça, ils vivraient le moment, je pense qu'ils changeraient un peu de métier. Parce que, tu sais, être assis devant un ordinateur du matin au soir, peut-être actuellement, c'est ce que les gens cherchent, mais il y a beaucoup de gens aussi qui aiment s'entraîner. Ouais. Fait que t'es payé pour t'entraîner dehors avec tes chums. Ouais. À 3h, 4h, t'es chez vous. T'as gagné une belle paye, puis t'es certain d'avoir d'ouvrage toute ta vie. Puis tu t'as pas trop de casse-tête avec 200-300 courriels par jour. Fait que des fois, ça me donne le goût de retourner, maçon. Tommy, t'es inspirant, honnêtement. C'est vraiment cool de voir du changement dans ce domaine-là qui, justement, pour moi, c'est un métier qui était très, je vais pas dire vieux de la vieille, mais c'est ça pareil. Souvent, c'est traditionnel, comme tu me l'as dit. Fait que de voir de l'innovation, du changement, mais aussi de l'amélioration dans plusieurs procédés, plusieurs affaires, c'est super, super intéressant. Puis félicitations pour ton invention qui est... Ben merci. Je peux-tu juste faire une parenthèse sur on a oublié de parler d'une invention. Vas-y donc. WebRecyc. Oui. C'est qui est ton Tinder de la brique, right? Exactement. Hey, c'est moi ça. La machine Ouais. est faite pour nettoyer la brique à même le chantier. Donc, déconstruire et reconstruire des bâtiments à même le site. OK. Mais après avoir réalisé ça, je cherchais... quand on a des projets où il y a beaucoup de briques endommagées, exemple, un demi-mur sur 4 murs, ben cette brique-là qui est endommagée, on n'est pas capable de réutiliser, ça prend cette même brique-là. Puis à gauche, 3 rues plus loin, on se retrouve à avoir des bâtiments qui défont appel mécanique, là, puis qui ça va directement au centre d'enfouissement. OK. Fait que le non-sens, après avoir sorti là, de la brique, de la machine, puis des normes, mais là, ce projet-là me stimule beaucoup de trouver une façon de prendre la brique qu'on jette, puis qu'on manque sur d'autres chantiers. L'offre et la demande. OK. Fait que ça, c'est un projet très particulier, Sam. Parce que c'est pas pantoute la même business que la machine et la maçonnerie. C'est une plateforme transactionnelle. C'est des travailleurs qui sont pas des travailleurs, qui sont... L'opération de prendre des briques d'un chantier puis de l'amener pour le rendre ça rentable, là, c'est pas rentable. OK. C'est impossible mathématiquement de rendre ça rentable. Fait que j'imagine différents scénarios. Puis je dis, si j'arrive à combler ces 5 scénarios-là, ces 4-5 scénarios-là, après, je vais me lancer. Je me tire dans le projet. Parce que ça prend 2-3 mois avant qu'on démolisse un bâtiment, on le sait. Je veux dire, c'est pas demain matin, tu peux mettre une pelle à un bâtiment.
Puis quelqu'un qui fait des travaux de maçonnerie va magasiner probablement 2-3 mois, 6 mois, puis va être en appel d'offres ou il n'a pas son permis. Donc peut-être probablement 6 mois. Fait que je fais un algorithme assez simple. Un modèle de brique, là. C'est quelqu'un qui a un modèle de brique, une photo d'une brique, on va dire la prairie rouge. Puis quelqu'un qui a besoin, un estimé de la prairie rouge qui est endommagée. Mais tout ce qu'il fait pour unir, pour réussir le Tinder, c'est du temps. OK. Ça veut dire que du temps, un modèle, une quantité. Fait que, quand est-ce qu'il va être démoli? Quand est-ce qu'il va être installé? La quantité, quelle quantité que j'ai, quelle quantité j'ai besoin, puis quel modèle. À partir de ces 3 algorithmes-là, ça fonctionne. Après ça, les transports de ces... j'invente un outil à même le chantier pour les maçons. Okay. Puis c'est des caissons qui s'empilent. Au lieu d'un gros container de 20 verges ou 40 verges qui obstrue toute la rue, en chantier pour démolir des bâtiments, et de démolir, on déconstruit. Ça veut dire qu'on va envoyer des caissons, des petites boîtes 4 pieds par 4 pieds qui vont être manipulées en chantier, puis ils vont pouvoir juste mettre la brique dedans. Fait qu'au lieu de manipuler 2-3 fois la brique en chantier, ils vont la prendre directement dans le caisson puis empiler ça sur le terrain du client. Fait que tu peux l'utiliser dans n'importe quel contexte. C'est comme si la ville de Montréal, aujourd'hui, Sam, là, ils ont le recyclage, ils ont les déchets, il y a le compost, mais aujourd'hui, ils ont Web Recycle. Web Recycle, c'est des caissons là, qui appellent, puis 24 heures plus tard, ils ont des caissons à leur porte, puis ils mettent la brique dedans. Elle a une seconde vie, c'est gratuit. Puis comment j'ai réussi cette prouesse-là? Parce que le transporteur avec qui mon associé dans ce projet, c'est William Webster. J'ai Mike, puis c'est une organisation que j'ai montée avec Michael, Pascal et William. Fait que c'est une entreprise, je dirais pas les pourcentages, mais ça reste une équipe du tonnerre qui va faire en sorte qu'à la fin de la journée, là, chaque transport de briques neuves, il y a un retour de camion. Au lieu de que le camion revient vide, revient avec des caissons. Okay. Fait qu'on a optimisé les transports. Fait qu'on a réussi à aller chercher un gain en temps et en argent là-dessus. Parce que c'est pas simple de transporter de la brique. C'est clair. Tu as une palette chez vous de briques de 500 briques à 2000 livres. Tu veux bien donner à quelqu'un, là, mais ça prend un truck, ça prend un lift. Ça te prend 350 000 d'équipement à aller chercher ta palette. Ouais. Fait que tu comprends que personne ne veut ça. Là. Ouais. C'est comme la plus grosse patate chaude. Là. Mais moi, j'ai transformé ça en pépite d'or. Fait que le transport est réglé. Après ça, la main-d'œuvre, j'ai une chance inouïe. Le ministère de la Sécurité publique m'approche pour dire qu'ils veulent faire de l'économie circulaire. Quoi ça consiste? C'est drôle parce que, excuse de t'interrompre, là, le premier podcast aujourd'hui, c'est la première fois qu'on parlait de ce modèle-là. Eux sont dans l'alimentaire. J'ai jamais entendu jamais entendu. C'est pas un mot qu'on entend tous les jours. Puis c'est juste un addon qu'aujourd'hui, on a parlé d'économie circulaire alimentaire, on parle d'économie circulaire avec le domaine de la construction. C'est merveilleux. Ouais. Fait que là, le ministère de la Sécurité publique m'approche pour me dire... nous, on cherche on voudrait qu'on fasse un peu de l'économie sociale, l'économie circulaire avec les détenus. Fait que là, tu sais, projet pilote commence. Là, après ça, ça prend des sous, beaucoup de sous pour les caissons. C'est un système très complexe. Boum! Recycle Québec, ministère de la Sécurité publique, le système de transport, tout l'alignement est là. Fait qu'aujourd'hui, Sam, là, avec un simple clic, là, une photo de la brique avec notre gamme sur notre site web Recycle. Tu peux donner ta brique au lieu de payer un conteneur à 800$, une seconde vie, puis elle va se retrouver sur un autre bâtiment. Puis si tu as besoin de briques, tu vas à achat. Tu as toute notre gamme de briques que tu aurais besoin. Puis nous, on fait le Tinder, on fait les matchs entre les deux. Fait que ça, c'est le nouveau bébé qui est un peu en dehors de nos cordes habituelles, qui est plus de l'informatique, de la plateforme. On est plus des intermédiaires qui aident, collaboratifs avec beaucoup de ministères. Ça a été possible grâce à beaucoup de gens, ce projet-là. Mais c'est une création qui va changer le monde du réemploi parce que c'est pas évident de transporter des matériaux. Puis un gros bâton que j'ai eu, là, le dernier bâton là-dessus, là, dans la réglementation, c'est qu'un matériau, une brique qui est sur un bâtiment, qui est réutilisée sur un bâtiment, il n'y a pas vraiment de réglementation du ministère de l'Environnement. On va dire, tu fais des travaux en autant que tu ne fais pas de poussière puis tu es en norme sur ton chantier. Mais la seconde que tu prends, mettons, un matériau puis tu
tu mets le pied sur le trottoir avec ta brique, là, ou chez le voisin, là, ça devient un matériau, un déchet. Il est considéré déchet. C'est comme s'il serait radioactif aux yeux de tout le monde, là. Puis ça, ce que ça prend, parce que ça prend une autorisation ministérielle. Là, là tu deviens comme... On est devenu Web Recycle quasiment comme la fonderie Hearn, là. Tu sais, c'est comme, là, on a une brique qui était sur un bâtiment, puis là, elle est devenue contaminée. Là, on fait quoi? Puis encore une fois, j'ai eu de la chance. J'ai beaucoup de chance de notre gouvernement, pas de joke, là. C'est une innovation, elle est quand même portée beaucoup par notre gouvernement. Puis c'est pour ça que je sens du positivisme dans le changement, parce qu'ils m'ont aidé, ils ont réussi à nous aider à atteindre ces objectifs-là grâce à... Pas facile, mais une fois que tu as réussi, ben on est capable aujourd'hui de dire qu'on a tous les règlements, on est en norme, fait qu'on est capable d'offrir une brique, une deuxième vie à d'autres personnes, là. Fait que c'est ça le Tinder la brique, ça. Vraiment cool, honnêtement. Puis là, c'est en ligne, là. Bon, oui, c'est en ligne depuis 1 an. Fait que là, on est à la recherche massive de dons. C'est comme les transfusions de sang. On a beaucoup de besoins de... Il y a beaucoup de besoins de gens qui ont besoin de briques, là. Là, on a besoin de donateurs, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est dur de faire une mentalité. Même si ça coûte 800-900$ un container, les gens oublient qu'on existe. Puis, en plus, la cerise sur Sunday, c'est qu'on est partenaire avec Architecture Sans Frontières qui émet des dons de reçus de charité quand tu donnes ta brique, là. Fait que... Avoir su, on a démonté des murs de briques dans un de mes triplex, puis... t'étais riche, puis tu savais pas. Je savais pas. À côté de beaucoup de sous. J'aurais eu des... je vais le savoir maintenant. C'est plate que ça soit pas rétroactif, hein? Ouais, malheureusement. Les impôts sont-ils faits? Oui. Malheureusement aussi. C'est pas grave. Hey, t'as mis un gros merci, honnêtement. C'était passionnant de t'écouter aujourd'hui. Super apprécié. Puis good job pour tes projets. C'est vraiment cool de voir un vent de changement dans la construction, puis surtout l'innovation, autant au niveau environnemental qu'économie, finance. C'est merveilleux. Ben merci, Sam. Merci à toi. Merci, Max, pour l'invitation aussi. Yes. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez le podcast d'aujourd'hui. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour l'autre épisode du podcast Pas ordinaire. Bye, guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite, vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.